spirituel de la branche soufie de l'islam, qui est aussi très investi dans EISA, cette ONG, c'est ça, voilà, reconnue par les Nations Unies, qui est membre fondateur du Vivre Ensemble à Cannes. C'est pour nous une joie et un honneur de l'avoir parmi nous, et qui s'occupe activement de cette demande auprès de l'ONU d'une journée mondiale de la paix et du vivre ensemble, sur des bases, les bases qui nous réunissent sur les valeurs communes que nous essayons de développer et de vivre. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je ne sais pas par où commencer, mais ce que je souhaiterais vous dire, c'est que cette dynamique qui est partie de Cannes, il y a de cela un peu plus de 5 ans, aujourd'hui a des effets au plus haut niveau. Et je commencerai d'abord, parce qu'on a parlé local, dans notre région, ce qu'elle a suscité. Le vivre ensemble, aujourd'hui, vous avez une ville qui est proche de Cannes, c'est Vence. Et ils viennent de faire le guide du vivre ensemble. Et nous allons fêter cela le 8 décembre, donc très bientôt. Le 12 de ce mois de novembre, c'était Marseille. Vivre ensemble, vivre Marseille ensemble. La création aussi d'une association qui nous rejoint dans cette dynamique et ce partage de cette idée de vivre ensemble dans la cité humaine. Mais il y a aussi, sur l'autre rive de la Méditerranée, le 21 septembre, ça a été une grande journée fêtée à Mostaganem pour la célébration de la Journée internationale de la paix et du vivre ensemble, où on a créé un prix, le prix Émir Abdelkader, un homme et un symbole, celui qui a sauvé en 1860 des milliers de vies chrétiennes à Damas, et qui nous a laissé, à travers son enseignement et à travers ses actions, cette idée de la famille humaine, la réconciliation de la famille humaine. Et ce prix a été donné à des lauréats qui ont milité et travaillé pour la paix dans leur vie. Des personnalités comme Frédéric Mayor, qui a été le directeur général de l'UNESCO pendant 11 ans, Monsieur Al-Akhdar Ibrahimi, qui a été un conseiller auprès de M. Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et qui a fait beaucoup pour solutionner les problèmes de conflits, de guerre en Afghanistan, au Moyen-Orient, et qui continue jusqu'à aujourd'hui d'œuvrer pour la paix et à semer ses idées là où le destin l'appelle. Et il y a aussi une personne, M. Chrétien, Raymond Chrétien, qui est aujourd'hui le président de l'Observatoire mondial des villes du vivre ensemble. Et cette idée donc du vivre ensemble, je vous dis, elle a traversé les mers et elle a traversé les océans. Aujourd'hui, le Canada, je reviens du Canada, de Montréal précisément, où la ville a décidé de créer un observatoire international, mondial, des villes du vivre ensemble. Et cette année, entre juillet et aujourd'hui, il y a de grandes villes et de grandes capitales qui se sont inscrites dans cet observatoire. Et j'ai été heureux d'apprendre que parmi les premières villes, il y a Paris, Madame Hidalgo était présente, il y a des villes marocaines comme Casablanca, il y a la capitale de l'Algérie, Alger, il y a Beyrouth, au Liban, et d'autres capitales de la Thaïlande, et en Asie et en Amérique latine. Donc l'idée du vivre ensemble, la dynamique,
qui est parti d'un groupe d'amis sincères et qui croyaient dans ce qu'il disait, qu'il pensait ce qu'il disait, et qui a lié des liens, a déclenché toute une cascade de mouvements, et aujourd'hui les politiques en parlent, et certains même, comme le Canada, je prends l'exemple toujours du Canada, parce que le Canada est très avancé dans cette idée-là, c'est d'enseigner le vivre ensemble à l'école. Dans le primaire, dans le secondaire, et plus que ça, c'est de l'introduire dans la diplomatie de l'État. Il y a aujourd'hui des pays qui militent pour que dans la diplomatie et dans la gestion des conflits futurs, on doit introduire la notion du vivre ensemble. Alors maintenant, cette notion du vivre ensemble que j'ai décrite plus ou moins liée à des événements et liée à des villes, comment on peut la comprendre en tant que concept? Pourquoi aujourd'hui nous en avons besoin? Nous en avons besoin tout simplement parce que l'humanité avance. L'humanité d'hier n'est pas l'humanité aujourd'hui. Et je voudrais comme symbole la rencontre de mai dernier à Istanbul. La rencontre organisée par les Nations Unies à Istanbul, où pour la première fois, il y a eu le premier sommet de l'humanité. Ça veut dire qu'avant, on n'était pas, on était des humanités. Ou que l'humanité était plutôt un concept philosophique, mais qui n'avait pas un rapport réel avec la réalité humaine. Et pour la première fois, 193 pays ont voté pour que dorénavant, l'humanité, ou le concept d'humanité, puisse être une réalité nouvelle dans notre monde. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. La première des choses qui change, c'est que l'humanité est devenue une personne juridique, une personne politique. Qui dit personne, dit le droit de parler en son nom, le droit de se défendre. Pour la première fois, l'humanité se sent liée comme un seul corps, dont chaque être humain est une cellule et dont chaque communauté est un membre. Donc de cela va se dégager des nouveaux concepts au niveau juridique, au niveau du droit international. Et que toute personne qui porte atteinte à l'humanité, qui est une aujourd'hui, et qui va le devenir avec le temps, et qui va s'imposer avec le droit international. Et que toute agression, d'où qu'elle vienne, l'humanité tout entière peut y répondre. Ce ne sera pas à 10 pays de répondre. Ce ne sera pas à des conseils X ou Y de répondre. C'est l'humanité tout entière qui parle en notre nom et qui agit en notre nom. Donc nous allons, ce vivre ensemble va nous emmener à dégager pour les générations à venir, parce que je pense que notre génération ne le connaîtra pas. Mais pour les générations à venir, les humains comprendront qu'ils ont des liens forts et qu'ils sont des membres d'un même corps. Et que tous travaillent pour le bien, pour le bien-être d'une réalité qui s'appelle l'humanité. Et c'est dans le bien-être de cette humanité qu'ils pourront mieux tirer profit pour leur propre bien-être. Voilà quelques nouvelles d'abord de ce qui se passe. Et à l'ONU, le 30 septembre, nous avons été reçus par le président
de l'Assemblée générale, M. Peter Thompson, que très peu de gens connaissent, le président, parce que oui, l'ONU a un président. Et ce président, on n'en parle pas, on parle beaucoup plus du secrétaire général, qui est en quelque sorte le chef le premier ministre de l'ONU, c'est celui qui fait la politique de l'ONU, tandis que le symbole, c'est le président qui est là pour accueillir les chefs d'État, les grandes personnalités, et il nous a fait l'honneur de nous accueillir dans son bureau, et il nous a consacré 1 heure de temps, chose que même le protocole a été étonné que le président de l'Assemblée générale puisse accorder 1 heure de son temps tout entière. Ça a été une discussion franche, ça a été une discussion profonde, et pour comprendre que le vivre ensemble, aujourd'hui, est une réalité, on a échangé sur cela, et nous avons tout son appui. C'est quand même le président des États dans le monde. Même si son pouvoir est limité, nous savons aujourd'hui qu'au niveau de l'autorité symbolique, nous avons avec nous, et nous avons le soutien de tous ces gens qui occupent des postes importants et qui souhaitent, dans la mesure du possible, aider pour que cette journée internationale de la paix et du vivre ensemble puisse être concrétisée dans un agenda. Et le deuxième point pour lequel on est en train de travailler, c'est que la culture de paix soit inscrite dans l'enseignement de tous les pays. Et là, je crois qu'il se dégage un consensus et que l'ONU a décidé que d'ici 2030, tous les pays, sans exception, doivent comporter dans leur enseignement la culture de paix. Voilà, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de laisser les personnes réagir, moi je vais réagir. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit, nous ne verrons pas cette famille humaine unie. Mais nous la voyons déjà en espérance. Elle est là. Et nous allons travailler à hâter le temps. D'ailleurs, nous travaillons déjà, la preuve. Finalement, ça va plus vite qu'on ne le croit. Ça va plus vite qu'on ne le voit. Des questions. Des réactions, oui. Questions, réactions. Bonjour, je m'appelle Ève. Je voulais savoir si vous étiez parvenu à fédérer des États comme Israël, l'Égypte, l'Iran, à se vivre ensemble. Merci. Alors, les États, nous essayons d'obtenir le consentement de tous les États et l'aide de tous les États. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Le premier État à convaincre, ce sont ceux qui sont au Conseil de sécurité, dans la France. Et nous n'avons pas encore jusqu'à aujourd'hui réussi à convaincre la mission française à l'ONU. Même si on a été bien reçu, même si le projet a été agréablement, a surpris agréablement les représentants de la mission française, malheureusement, nous n'avons pas encore aujourd'hui le soutien ferme et clair de la France. Mais nous avons le soutien d'autres pays. Les pays, par exemple, africains, de l'Ouest africain. Nous avons un pays comme le Canada. Nous avons les pays, parmi les pays de l'Afrique du Nord, nous avons
aujourd'hui l'Algérie. Nous avons des pays du Moyen-Orient comme le Liban. Mais nous avons aussi des pays qui sont contre. Il faut aussi que vous le savez. Il faut que vous le sachiez. Parce que ces idées-là déplaisent à certains. Et je crois que c'est le propre de la vie. Il y a des pour, il y a des contre. Peut-être que notre message n'est pas, pour être encore plus clair, quand on parle d'Israël et de la Palestine, ça serait un bonheur pour nous que de pouvoir un jour les mettre d'accord sur ce principe. Parce que de vivre ensemble, justement, c'est là où il y a les problèmes qu'on voudrait qu'ils soient. C'est là où il y a la souffrance, c'est là qu'on voudrait justement qu'ils soient. C'est pour, si vous voulez, penser ces blessures. C'est pour recoudre là où cette humanité a subi des déchirures. C'est comment recoudre, comment soigner les maux qui, aujourd'hui, sont une blessure infligée à l'humanité. Et je compte sur vous tous. Et Cannes aussi, elle a démontré. Regardez ce qui s'est passé hier à la synagogue. J'y étais pas, mais les témoignages que j'ai entendus sont parlants. Continuons. Et pour continuer, eh bien, il faut serrer les rangs. Il faut fortifier les liens. Et savoir que si ce qui se passe à Cannes a de l'importance, il faut lui donner l'importance qu'il mérite. Et que chacun de nous prenne les graines et les sème ailleurs. Je vais essayer d'être très très brève. Je voudrais dire deux choses qui me semblent très importantes. Il y a un chanteur québécois dont j'ai oublié le nom, qui disait lorsque les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de guerre. Que j'ai envie de corriger, enfin de changer, lorsque les politiques vivront d'amour, il n'y aura plus de guerre. Et sa chanson se termine par lorsque les hommes vivront d'amour, nous serons tous morts, nos frères. J'espère que c'est vous, frère Jean-Baptiste, qui avez raison. Et la deuxième chose, que nous serons là pour voir ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes ici doublement dans une ville symbolique, peut-être triplement à cause du vivre ensemble, du festival aussi de la beauté, mais ce que beaucoup peut-être ignorent, de la création du festival de film à Cannes, qui a été créé par un ministre socialiste au moment du Front populaire, qui était ministre de l'Éducation et de la Culture. Si, autre chose importante, c'est que cette manifestation avait été créée pour contrer un peu le festival du cinéma de, pardonnez-moi, Venise, au moment du social, du nationalisme sous Mussolini. Pardonnez mon trouble. Oui, je reprends le micro et je redonnez-le à Eva, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais comprendre. J'attends de comprendre. Merci. Alors, voilà ce qui va se passer maintenant. Voilà ce que je vous propose maintenant, de façon à ce que chacun ait une chance de parler. C'est difficile dans un grand groupe tel que nous sommes. Et en même temps, je crois très important que chacun puisse s'exprimer pour ne serait-ce qu'intégrer tout ou partie de ce qui a été vécu, qui a été riche, comme on l'a constaté à travers tous ces partages. Donc je vais tout simplement vous proposer maintenant, pendant quelques minutes, 2 minutes chacun, de vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et de vous partager chacun pendant 2 minutes qu'est-ce qui me reste de cet après-midi, qu'est-ce qui ressort d'important de cet après-midi, qu'est-ce qui me parle dans ce qui a été dit ou quelles sont mes questions. Et ensuite, au bout de 2 minutes, l'autre deviendra l'interlocuteur, parlera. Et alors, si vous êtes un peu éparse dans les allées, ben vous essayez de vous rapprocher. Je demande au timing de bien vouloir à partir de maintenant. Et puis ensuite, on aura comme ça, pour le final, on aura de la salle et puis du
podium, un bouquet de fleurs peut-être, de partage très court, simplement sur cette proposition que je vous fais, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me rester de ça, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que j'ai envie, avec quoi j'ai envie de partir, et quel cadeau j'ai envie de partir chez moi. D'accord? Alors vous vous arrangez comme vous voulez, 2 à 2, même ceux qui sont debout. Vous avez 2 minutes d'abord, et puis on donnera au bout de 2 minutes un temps pour changer et que l'auditeur devienne l'orateur.